Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Carole. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire à quel point vous aviez adoré la première partie de l'interview. Alors je vous laisse savourer la seconde partie aujourd'hui. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté la première partie, je vous invite à retrouver l'épisode de la semaine dernière sur Apple Podcast, sur YouTube ou sur Deezer. Tu disais que donc tu n'as pas vraiment suivi finalement la chirurgie guidée, tout ça, par les évolutions de ces dernières années en termes de Ouais. chirurgie guidée. Dans les 5 dernières années, quels sont du coup les progrès que tu as fait au niveau chirurgie quelles sont les percées qui t'ont aidé quelle est ta façon de penser, de t'organiser, le matériel peut-être, un Non, concept alors, ce qui a changé, déjà, j'ai changé de type d'implant. Avant, j'utilisais un implant qui était en Taunite, Ouais, avec lequel j'ai eu quand même beaucoup de déceptions. Pas que, hein, mais loin de la satisfaction qu'on peut attendre d'un premium, inhérente au matériel, puisque quand tu fais les mêmes choses avec d'autres implants, beaucoup moins de problèmes. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis avec un implant qui est avec une connexion qui est pseudo-cone Morse, qu'on met en sous-cortical, mais dans la marque, il y a aussi un tissu level, qui a un état d'accord. de surface qui est un des plus propres de ce qui peut exister, puisqu'ils ont un label de qualité d'état de surface et de propreté. Du coup, la connexion est complètement étanche. Là, et encore même là, tu vois, il y a eu des problèmes de casse de pilier. Donc, c'est-à-dire que le truc parfait n'existe pas. Aujourd'hui, j'utilise ce qui me paraît le plus parfait. Donc, D'accord. je suis très solidaire avec mes choix, puisque c'est pour ça que c'est mes choix. Après, je suis quelqu'un de libre. Ça veut dire que si demain je suis déçu, je change. Mais c'est vrai que, tu vois, de 2009 à 2015, j'ai utilisé du Biobank, du Bios, du bêta-TCP Cerasorb, du coup le M, le macroporeux. Par le passé, du Genios. Ça, c'est ce que j'ai utilisé dans ces années-là. Depuis 2015, je n'ai gardé que le Biobank parce qu'ils ont sorti un corticospongieux. On avait parlé, hein, j'ai beaucoup Ouais. participé à ça. Le traitement, il est vraiment extraordinaire. Du coup, on a une ossification autour qui est très bonne. J'ai fait beaucoup d'histologie. Globalement, depuis 2009, j'ai commencé à utiliser le biobank. J'ai utilisé en parallèle le biobank et d'autres matériaux pendant 6 ans Ouais. avant d'arrêter et pendant longtemps. Et ça me paraissait être une très bonne solution. Et c'est loin d'être une mauvaise solution. Je mélangeais le bios et le biobank pour avoir les qualités des deux ou limiter les défauts des deux. Donc, autant un implant, on se rend bien compte qu'on a besoin de plusieurs types de connexions. D'accord ? Ouais. Pour moi, un implant connexion interne fin en molaire postérieure unitaire, c'est pas la sécurité absolue sur une molaire qui va faire 11 mm. Surtout chez un Bruxo, pareil, du tissu level en antérieur, ça paraît aujourd'hui fou. Il y a 10 ans, il y avait des marques qui ne proposaient que du tissu level, d'autres que du bone level, d'autres que du sous-cortical. Aujourd'hui, on sort encore des implants qui ont des connexions qui ne sont pas étanches. Ça, j'ai du mal à comprendre qu'une fois qu'on a compris que plus une connexion était étanche, plus c'était bien, ça ne paraît pas très compliqué comme notion à comprendre. Et que du coup, on n'applique pas ça, c'est un truc qui me bloque. Tu vois, avoir des connexions où tu as besoin de torquer des vis très haut, alors que d'autres profils de connexion, donc tu n'as plus besoin de ça. Là, tu te dis, mais pourquoi faire tout dans la résistance d'une vis? Enfin, au niveau des biomatériaux, on sait bien que tous les biomatériaux vont marcher chez le patient qui a une biologie de fou et dans la configuration facile. Défaut 4 parois, chez quelqu'un qui a une bonne biologie, je suis désolé. Déjà, tu mets rien, ça marche bien, hein, donc tu mets autre chose, ça marchera. Mais plus tu as certains biomatériaux, tu vois bien que la quantité d'os néoformés à 6 mois, c'est pas la même. Ouais. Et du coup, te dire qu'il n'y ait pas plus d'évaluation qualitative de ça, moi, ça ne me met pas à l'aise. Par contre, je ne suis pas pour l'hégémonie qui est qu'un seul matériau. Je suis contre ça. Je pense qu'il D'accord. faut plusieurs options. Je pense que l'autogène n'est pas mort parce que l'autogène, c'est le meilleur biomatériau sans traitement. Donc, c'est bien. Le problème, c'est qu'il est en quantité limitée. Ça augmente les manipulations, ça potentiellement peut augmenter les risques d'infection post-op. Enfin, il y a des défauts, il y a des problèmes de quantité, tout ça. Et après, si c'est pour avoir le même résultat avec un autre matériau, tu te dis, est-ce que ça n'avait pas le coup de claquer 250 balles dans un flacon? Ça, c'est... Parce que le temps d'opérer, il coûte cher. Hein. Je veux dire, il ne faut pas dire c'est l'os autogène est gratuit. Hein. Ce qui te sert à le prélever. Dedans, il y a des scies, il y a des trucs comme ça que tu ne vas pas réutiliser. C'est pas très cher. Il y a du temps. Alors, je sais qu'il y en a qui mettent 3 minutes. Hein, mais
Parce que moi, quand je fais un sinus en 5 minutes, c'est pas forcément la règle. Donc, Oui. faut comprendre que la plupart des gens, pour un sinus, ils mettent 1 heure, ils mettent pas 25 minutes. Donc, il faut calculer, il faut s'adapter, il faut proposer. Il y a plein de gens, ils ont besoin d'un piezo pour le sinus, et tant mieux, parce que le piezo, ça existe. Donc, si quelqu'un il en a besoin, il faut qu'il s'en serve. Voilà. Par contre, si tu arrives à faire aussi bien sans piezo, il faut pas t'en servir. Ouais, Puisque donc tu fais aussi tu bien, t'adaptes en fait, tu regardes là où sont tes il faut de forces, où sont tes l'intelligence. faiblesses, oui c'est ça, et puis où sont les forces de chaque matériau et tu arbitres ces situations par situation finalement. Exactement. T'as pas de Je pense. biomatériaux type, t'as pas de technique type, tu t'adaptes en permanence quoi. Alors maintenant, au niveau de l'os, j'en ai un parce que vraiment, Ouais. je trouve que la qualité des résultats, pour moi, ce que j'ai trouvé de mieux, radiologiquement et histologiquement, au niveau des matrices de derme, pareil, je trouvais que le mieux c'était l'alloderme, maintenant le mieux, je trouve, c'est le Surgimabe. Entre-temps, j'ai utilisé Mm. Stratis, j'en ai utilisé beaucoup, j'ai utilisé Comex, ça marchait pas très bien, mais ça marchait un peu. J'ai Ouais. utilisé Mucograft, enfin, à chaque fois, j'ai vraiment, on teste pas, mais déjà, il y a des fois, tu as un produit que tu veux commander, tu n'en as plus. Ou alors, tu veux le produit équivalent, ou alors qu'il n'y a pas les bonnes tailles. Tu vois, des fois, c'est des problématiques très bêtes. Mais si tu Oui vas c'est acheter un ça. produit qui n'a pas les bonnes tailles, c'est quand même embêtant. Tu es dans des biomatériaux. Et le biomatériau, il y a un problème, c'est que ça veut dire qu'il faut des donneurs. Alors, quand c'est pas de l'aloe c'est plus simple. Mm. Au niveau du derme, c'est quand même beaucoup plus cool. Les xénos. Il faut savoir qu'une allogreffe, c'est une xénogreffe d'un bipède. Mm. Hein. D'accord? Donc, en fait, le problème, il n'est pas allogreffe ou xénogreffe, que je parle aussi bien de l'os que de la gencive. Le problème, il est quel est le traitement chimique et thermique, quels sont les traitements Mm. du biomatériel. Et c'est ça qui va changer le comportement et la stabilité et la facilité d'utilisation et la prévisibilité dans le temps. Après, l'important, c'est du coup pas tellement que ça vienne de l'humain ou pas. Et le plus simple, c'est pas de l'humain, mais après, toujours pareil, il y a l'éthique derrière. Ouais. C'est, On sent que t'es très. Il y a énormément de réflexion au sujet des techniques que tu utilises, des matériaux que tu choisis, enfin toute la préparation finalement de tes chirurgies. Et puis quand tu choisis une technique, c'est pas pour rien. Enfin, bien tout est sûr. réfléchi. Oui, Je me pose aussi la question de ta préparation physique et mentale. Parce qu'en fait, pour moi, ouais, un chirurgien, et c'est comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que tu as besoin une préparation à la fois physique, une préparation mentale pour donner le meilleur de toi-même en fait quand tu opères. Et donc en sport, on parle d'entraînement invisible. Il y a plein de choses que les athlètes font pour se préparer à une compétition. Toi, est-ce que tu dirais que tu as mis des choses en place pour te préparer physiquement, pour te préparer mentalement? Est-ce que c'est quelque chose déjà dont tu as conscience? Est-ce que tu peux nous en parler? alors, je ne pourrais pas vous parler de ceux dont je n'ai pas conscience. Oui. Il y a forcément une part d'inconscient. Et celle-là, si je t'en parle, c'est que du coup, elle est consciente. Du coup, ça ne marchera pas. Du coup, on va enlever ce biais tout de suite. Il Enfin, y ma a un question, c'était plutôt, est-ce que tu as conscience déjà rigole. qu'il y a besoin de cette préparation-là? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi... Ouais, mais c'était pour la boutade. Elle était trop belle, cette Ouais, bon, allez, boutade. merci Carole. Mais dans la partie consciente, il y Oui, a beaucoup de choses. La première chose, c'est que, comme tu l'as dit aussi, j'ai eu la chance de commencer très tôt. À la oui. fac, déjà, j'avais des super profs qui nous laissaient opérer et qui, au besoin, ils nous prenaient les instruments, ils nous montraient. Mais ils nous faisaient faire. Et ça, c'est un compagnonnage qui est essentiel. Et là, déjà, tu commences ta préparation en voyant l'autre, en faisant et en étant corrigé, puis en faisant en étant supervisé. Du coup, il y a une préparation comme ça, qui est du coup un peu inconsciente, mais qui commence très tôt. Ensuite, comme tu disais, j'ai eu la chance de faire 2 vacations par semaine dans un hôpital où on avait réinstauré des anesthésies générales, où je faisais de la stomato. J'ai pris la suite d'un super maxillo. C'était une belle expérience. Et, et là aussi, une préparation, c'est que j'étais très encadré. C'est-à-dire j'ai pris la suite de quelqu'un qui était très compétent, beaucoup plus que ce que j'étais à l'époque. Et j'ai eu à marcher dans ses pieds, juste derrière. J'ai marché dans ses traces. Et Oui. le fait de marcher dans les traces de quelqu'un, l'air d'horreur, je ne sais pas si tu as déjà fait de la haute montagne. Non, Mais tu as pas vu ça. encore. Marcher dans les traces, et un jour tu fais du ski de rando ou de la rando un petit peu alpinisme, ben, l'ouvreur, il va devoir casser la neige. C'est 10 fois plus fatigant que passer derrière et avoir l'escalier qui s'est déjà fabriqué dans la neige. Mm.
Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'être du coup deuxième de cordée, hein. Et du coup, c'est génial parce qu'il faut juste, à ce stade-là, respecter l'équilibre qui a été fait et profiter de la voie qui a été ouverte. Où on t'a donné la direction, la trajectoire, le rythme, les écarts, etc. Après, pareil, ça s'est fait progressivement. Ça veut dire qu'au début, je devais avoir 2 demi-journées de chirurgie par semaine au cabinet. Ouais. Puis après, 3, puis après, 4, puis après, j'en faisais plus. Et puis après, dans la journée, au début, je sais pas, genre la première fois que tu fais un sinus lift, après, tu te reposes. Après, tu peux faire 2 sinus lifts d'affilée. La première fois que tu fais un prélèvement mentonnier, après, tu te reposes. Puis après, tu es capable de faire le même jour, prélever le menton, plus le ramus et de reconstruire une demi-mâchoire. Et tout ça, ça se fait progressivement comme quelqu'un qui va faire du marathon. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment fait. Après, il y a une partie dont il faut parler là, parce que tu as ouvert le débat par rapport à ça. C'est qu'on ne bosse pas seul. Moi, je suis qu'une petite partie du cabinet. C'est-à-dire que moi, je suis la partie qui, au départ, a fait cette étude avec ce diplôme, qui, après, a eu la folie de racheter un cabinet, d'investir plein de choses, etc., et de faire plein de formations continues, et qui engage sa responsabilité. Ça, c'est moi dedans. Mais en fait, pour que ça marche, ça, c'est une femme de ménage, du personnel secrétaire, des assistantes. Et toutes ces personnes-là, elles doivent monter en progression, en compétences, au fur et à mesure que toi-même, tu progresses. Donc, si tu veux ça, il faut avoir des personnes avec qui tu arrives à construire une part de ta carrière. Moi, j'ai Laetitia avec qui je travaille depuis plus de 13 ans. Si tu veux, elle a vu, j'étais encore un peu bébé, tu vois. Et puis elle était aussi. Et depuis, bon, là, on vient d'embaucher une toute nouvelle assistante en remplace, il y en a une qui est en congé mater. Mais sinon, la plus récente assistante, ça fait 3 ans, je crois. Et sinon, c'était il y a 7 ans. Après, tu vois. Et en fait, c'est une équipe qu'on essaye d'avoir ultra solide. Et là, l'équipe est vraiment ultra solide. D'ailleurs, au cabinet, c'est génial parce qu'on a 2 secrétaires qui font un boulot énorme. On a 4 assistantes qui font un boulot qui est extraordinaire. Et elle m'aide à ne pas me fatiguer. C'est-à-dire qu'il y a une part de fatigue chez nous qui est physique, une part de fatigue qui est mentale. Oui. Plus on est bien entouré, plus les personnes nous déchargent de la fatigue mentale. Elles vont gérer les dossiers, elles vont gérer l'accueil, elles vont déjà répondre à beaucoup de questions du patient. Elles vont préparer les choses, elles préparent la salle, elles finissent la salle. Elles nous font une aide opératoire hyper qualitative. L'air de rien, mais à l'arrivée, quand tout ça, ça marche, demain, tu prends n'importe quel chirurgien dentiste qui aime bien la chirurgie, tu le fais rentrer dans une équipe qui marche, et tu le fais rentrer dans une équipe qui ne marche pas, le taux de succès des chirurgies ne sera pas le même. Et la fatigue du praticien ne sera pas la même. Oui. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est fiable et qui est stable. Et ça n'a pas de prix. Et voilà. Et à côté, je pense qu'il faut vraiment une hygiène de vie et une hygiène mentale, ce que tu soulignais par rapport aux sportifs, Oui, c'est ça. qui soit sans faille. Ça veut dire que je ne peux pas me dire le mardi soir, je fais la fête, je me couche à 3 heures et je m'en fous, on verra bien. C'est incompatible, je veux dire. Même si je faisais peut-être trop de trucs le week-end, ça ne pourrait même pas marcher la semaine. C'est vrai pour tout. Tu Tu as mis en vois, place une discipline, du coup, ça se fait tout seul. ça se fait tout C'est-à-dire seul? que tu n'as même plus envie. Voilà, tu n'as plus envie de faire ce qui te fait du mal et qui va faire que tu vas être moins bien. Ouais. Donc, on a besoin d'être bien, on a besoin on a besoin de jamais avoir mal à la tête, de ne pas avoir le regard fatigué, de ne pas avoir les mains qui tremblent, d'avoir une respiration profonde et lente. Là, on voit bien que même les praticiens qu'on a passés du mesh chirurgical au FFP2, ça crée beaucoup de migraines, j'en ai fait partie au début, et ça crée plus de fatigue. Alors qu'on respire à travers le FFP2, mais la saturation oxygène va être un petit peu différente. L'effort respiratoire n'est pas le même. Tout le monde a mis 15 jours pour s'habituer. Le corps est magnifique. Le corps va s'habituer. Hein. Mais voilà. Mais je pense que les phases pour faire les étapes, c'est-à-dire que la progression dans ce domaine, c'est comme un sportif. Si tu veux commencer trop vite, trop fort, ou si tu n'es pas capable de temps en temps de renoncer, d'écouter si ça ne va pas, tu auras forcément plusieurs formes de problèmes. Tu vas t'agacer plus vite, tu vas prendre la mauvaise décision,
tu vas peut-être moins bien t'exprimer par rapport aux patients. Les patients, ils sont extrêmement sensibles au vocabulaire qu'on utilise, à l'intention qu'on met, à la façon dont on place la voix, dont on respire. Quand on fait une anesthésie, on voit bien que sans faire d'hypnose, on peut avoir quelqu'un qui va être parfaitement bien et qui ne va rien sentir. Mais c'est parce que nous, à ce moment-là, on a voulu faire bien, on a voulu faire que la personne s'entraîne, etc. Ça demande de l'énergie. Si tu arrives et que tu es déjà en bout de course d'énergie, tu peux être un super technicien, mais tu resteras un sale con de chirurgien. Parce que tu vas faire mal avec l'anesthésie, tu vas faire un travail de bourrin. En fait, nous, on fait un travail où il faut un peu de psychologie et il faudrait que l'hypnose soit présente de A à Z dans nos actes. En fait, l'anesthésie, c'est hyper important. Ça commence la chirurgie, c'est le premier contact que tu vas avoir avec le patient. Le patient, s'il ne se sent pas serein, s'il se sent fatigué, s'il ne se sent pas bien, il ne va pas être détendu. Et dès le début, ça ne partira pas bien. Oui, c'est ça. On dit souvent que les enfants sont des éponges émotionnelles, mais il n'y a pas que les enfants, hein, les adultes et les patients, comme tu le dis, parce que le jour où on n'est pas de bonne humeur, on sait très bien que les choses ne vont pas bien se passer, que ça va partir en sucette. Ouais. Et donc là, finalement, tes conseils, c'est bien s'entourer, c'est avoir une équipe performante autour de toi, c'est y aller progressivement, et puis c'est avoir une bonne hygiène de vie pour se préserver et être au top. Là, tu es dans un cabinet actuellement qui est un cabinet de groupe, c'est-à-dire tu as créé une équipe autour de toi, alors une équipe d'assistantes, mais tu as aussi des associés dans ton cabinet. Vous êtes quatre dentistes. Exact. Est-ce que ça s'est fait pareil par hasard ou est-ce que c'était un vrai choix de ta part de créer un cabinet de groupe, un cabinet d'équipe avec plusieurs dentistes, un gros plateau technique, des assistantes? Alors déjà, c'est un énorme plaisir de bosser à plusieurs. Hein. Oui. T'imagines si tous les jours, tu arrives seul avec la même personne et tout. C'est très difficile. J'admire les gens qui arrivent à avoir de l'inspiration et de l'élan et de l'énergie 365 jours par an, tout le temps, tout seul, sans renouveler, sans additionner les choses. Quand tu fais un week-end avec des amis, on sait très bien que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'ambiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette émulation de groupe qui est positive. Et du coup, ça, c'est un vrai. Pour moi, c'était un souhait. C'était pas bosser seul. Et il faut savoir que nous, l'équipe, elle dépasse le cabinet. Il y a aussi l'équipe de labo de prothèse. Même si nous, on n'est pas du tout spécialisé en prothèse, on bosse avec des praticiens, etc. De temps en temps, les collabs en font, ou les associés. Et voilà, ça fait partie de l'équipe. Et après, il y a aussi l'équipe des correspondants qui sont vraiment dans l'équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment plein de correspondants pour qui j'ai une affinité qui est réelle. Je sais pas, tu peux pas mentir là-dessus, tu peux pas feindre genre, même si on s'appelle pas tous les matins, on n'a pas des liens amicaux, mais moi, il y a des personnes auxquelles je suis vraiment attachée. Et du coup, je les considère comme faisant partie de l'équipe, ou plutôt, je suis un peu leur bras alimentaire. Eux, ils vont gérer 95% des choses, et en fait, je suis là juste pour compléter ce qu'eux, ils font. Oui, faire les Donc, 5%. mon exercice, voilà. Moi, mon exercice, c'est si demain, on doit arrêter certains dentistes, je suis la première personne à arrêter. Parce qu'en vrai, je suis utile pour 100% des gens. L'homme praticien, l'homme fondamental, c'est le praticien fondamental pour les patients. Il fait 95% des patients et des traitements. Plus on est spécialiste, plus on sert à rien. Hein. On devient très utile pour très peu de gens. Donc, on n'est pas trop utile. Par contre, on devient essentiel quand le besoin est là. C'est cette espèce d'ambivalence qui fait qu'on a du mal, nous, à des fois, à réaliser à quel point il faut qu'on reste hyper modeste par rapport à ça. Je ne connais pas trop de spécialistes qui seraient capables de revenir à l'omnipratique, alors que tous les spécialistes, en général, ont été omnipraticiens. Et ce n'est pas donc facilement un chemin dans les deux sens. C'est un chemin merveilleux. Hein, ceux qui ont envie de l'emprunter, c'est génial. Les années où je faisais de l'omnipratique, moi, je les ai aimées, mais d'un amour total. Et je les chéris encore tout le temps. Et c'est peut-être ce qui me permet d'être autant en synergie avec les praticiens avec qui je travaille. Parce que du coup, je respecte énormément ce travail-là. Et ça me sert dans les chirurgies. D'ailleurs, j'ai très peur des personnes qui ont une formation qui les amène à directement chirurgien. Tu vois, pur et dur, qui sont jamais passés par la prothèse et tout. Tu considères que c'est important d'avoir les bases et puis de comprendre le métier de tes correspondants finalement pour mieux répondre à leurs besoins. Parce que c'est même pas tellement parce que c'est le métier des correspondants, mais c'est parce que c'est la discipline globale pour le patient. Et nous, on est une partie d'une discipline globale. Et la globalité ne doit jamais être perdue, en fait. Et c'est ça l'essentiel. Honnêtement, tu fais un traitement, tu perds un implant,
ça ne peut pas forcément dire que tu perds un traitement. Non. Le patient dépasse le traitement et le traitement dépasse le détail. Et nous, on est le détail. Par contre, le détail est hyper important, puisque de la somme des détails crée l'ensemble. Mais la somme des détails est inférieure à la globalité. C'est important ça. Sur ces petites facettes-là que j'aime flirter pour me dire qu'on est en équipe avec les correspondants et avec les confrères du cabinet qui aussi participent aux correspondants. Il faut savoir que les correspondants nous adressent qu'au cabinet, que ce soit David, Maxime, Stéphanie, ils ont chacun leur spécificité, leurs compétences et leurs talents, et ils ont chacun des réponses qu'ils apportent qui servent aux patients des correspondants, et donc qui servent aux correspondants à travers le patient. Et ça, c'est hyper important, et ça se fait naturellement. Voilà. Et ça, c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui peut se décider, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux gens. Je ne vais pas imposer ça. Par contre, quand ça se fait parce que c'est légitime, ça fonctionne. Ça fonctionne que parce que c'est légitime. Voilà. C'est l'inverse des règles Covid. Les règles Covid, il fallait l'imposer et mettre des amendes parce que c'était illégitime. Dire aux gens, je vous confine, mais je ne vous mets pas de masque dehors, c'était idiot. Dire aux gens, allez voter, mais ne sortez pas sur les quais ou dans les parcs, ça ne marche pas parce que ce n'est pas légitime. Tu ne peux pas donner deux ordres différents. Quand tu n'as pas besoin de donner d'ordre, mais que la chose, elle est purement et simplement légitime, elle est respectée. Et ça, c'est magnifique. Et comment tu as fait justement, parce que tu parlais de Maxime et David, donc qui sont tes jeunes associés au sein de ton cabinet. Alors Maxime, en fait, il est en train de créer son cabinet, donc c'est génial parce que du coup, la jolie plante est en train de dépoter. De grandir, oui, c'est ça. Il va créer une petite forêt à côté qui va devenir une grande forêt. On va voir, qui va lui succéder. A priori, on sait qu'il lui succède. Mais l'équipe au cabinet, en fait, du coup, là, c'est Stéphanie. Du coup, jusqu'à là, c'est encore Maxime, encore pendant plusieurs mois, quelques mois, parce qu'il faut que le cabinet se fasse ses travaux. Et David, qui bosse du coup avec nous aussi depuis 2 ans maintenant, ça passe vite. Et du coup, la question par rapport à eux, c'est Ma question, c'était qu'ils sont très jeunes diplômés. Enfin, je regardais, tu étais de 2018 et je crois 2014, Maxime. Et donc, très fréquemment, des jeunes confrères qui cherchent à travailler dans un cabinet vont regarder le niveau de compétences, vont regarder le niveau d'organisation, ils vont sélectionner un petit peu le cabinet en fonction de ça. Donc, j'imagine que naturellement, ton cabinet, il est attractif parce que tu es ultra compétente. Tu l'as dit, tu t'es entouré d'une équipe qui est aussi compétente, qui est organisée. Mais souvent, les praticiens leaders ont du mal à recruter parce qu'ils ont du mal à faire confiance à des très jeunes profils. Parce que c'est pas simple dans des cabinets spécialisés de prendre des dentistes qui sortent tout juste de la faculté. Toi, tu as fait ce choix-là. J'imagine que c'est un vrai choix. Stéphanie, c'est un équilibre. Oui. C'est un équilibre. Il faut imaginer qu'au cabinet, il y a Stéphanie, on a très peu d'écart d'âge. D'accord. Une ou deux promos en dessous. Et du coup, elle a cette expérience et la maturité humaine qui va avec. Dans la notion d'âge, il y a aussi une maturité où, il faut être honnête, la sensibilité et tout fait qu'on réfléchit et on agit différemment avec le temps. Les choix évoluent, ne serait-ce que par rapport à ça. Du coup, d'avoir ces 2 tranches d'âge au cabinet, puisqu'on a 2 juniors du coup et deux expérimentés. 2 expérimentés qui ont plus de 40 ans, bientôt 50. Et en fait, ce choix-là déjà, il est sain. C'est que la plupart des personnes qui ont 30 ans vont plutôt créer leur cabinet quand ils ont un profil qui va bien. Souvent, ils vont faire un cabinet. Et avant, il faut qu'ils apprennent. Ou après, ils ont déjà pris leur cabinet. Donc, moi, jusque-là, je n'étais pas forcément partie pour vendre les parts et créer ce type d'association-là. Ça va forcément venir parce que l'âge aidant, aujourd'hui, un cabinet, ça se transmet comme ça. Donc là, forcément, c'est ce qui va se faire. Mais jusque-là, ce n'était pas encore ça. Et le plaisir d'avoir des jeunes motivés qui ont déjà de la connaissance, qui font plein de formations à côté, qui font des DU, qui vont avoir une délicatesse pour le patient et un respect pour le patient parce qu'ils ne sont pas du tout blasés, qui ont envie de prouver qu'ils sont légitimes. C'est quand même un moteur de dingue, ça. Oui. Ça, déjà, c'est une énorme valeur. Après, ils n'ont aucune contrainte de temps. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, tu dois faire tel acte en tant de temps. C'est tu dois faire cet acte-là du mieux que tu peux. Ça change beaucoup. Et on les aide avec des personnes du cabinet qui vont en plus avoir la chance de aussi
à travers les assistantes, augmenter la transmission de savoir et d'expérience. Donc, non seulement ils viennent faire des add-ups, ils viennent regarder, etc., mais en plus, le fait d'avoir une équipe qui est rodée, forcément, ça les aide à progresser plus vite. En fait, c'est enzymatique. C'est pas de l'alchimie. On ne va pas pouvoir transformer du plomb en or. Par contre, une réaction qui doit se faire, elle va se faire mieux et plus vite. Et je pense que les cabinets de groupe ont une double fonction. Tu ne peux pas être senior ou expérimenté et avoir du temps, c'est pas vrai. Tu peux pas être expérimenté et avoir 27 ans et la patate de 27 ans et tes yeux de 27 ans et ton énergie capable de remonter un cabinet 6 ans après et de passer une journée à faire et de passer la soirée dans les plans et tout. C'est pas vrai, ça c'est quand tu as 30 ans. Ça. Après, tes qualités, elles sont ailleurs. Moi, aujourd'hui, mes plus grandes qualités, elles sont devenues, dans mon expérience, mon analyse, ma sensibilité. Je pense que je suis plus homme que quand j'avais 30 ans. J'avais 30 ans, je crois que j'avais 2 grandes dents qui riaient devant moi. Enfin, c'est évident. Mais si tu n'as pas les dents qui arrivent par cœur en 30 ans, ça ne va jamais aller pour toi. Il faut assumer aussi. Ça, c'est pas un gros mot. L'ego pathologique est un problème. Mais un peu d'ego, sans un peu d'ego, il n'y aurait jamais rien eu sur Terre. Hein. Je veux dire, même Ama, elle a de l'ego. Hein. Parce que sinon, elle reste à la maison, elle s'occupe de ses moutons. Donc, je veux dire, on a tendance à vouloir idolâtrer des trucs sans jamais comprendre tout ce que ça veut dire derrière. Dire, tu parlais des grands sportifs tout à l'heure. Ouais. Mais un triathlète, si on compte la vie, si on regarde réellement la vie qu'il a, qui se lève à 5 heures du matin, qui va faire un premier entraînement, la pause-déj, au lieu de manger, il mange vite, il va aller à la piscine, le soir il rentre un peu plus tôt, il va refaire du sport, il va pas voir les 3/4 des personnes à la maison, mais c'est la culture, c'est les arts, c'est sa vie de famille qui en pâtissent. Il faut imaginer que tout ça, ça joue. Moi, si j'avais une vie de famille normale, j'aurais jamais eu ma vie pro, j'aurais jamais pu l'avoir. Parce que déjà, au début, je m'en foutais de gagner de l'argent. Tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans le cabinet. Je m'en foutais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me prends une voiture plus grosse, une deuxième, 3 voitures. Je m'en foutais. Donc, du coup, tout de suite, je m'achetais un scanner, un autre truc, machin. Voilà. Et puis, une fois que j'avais pris le premier cabinet et que j'avais suréquipé tout ça, et que j'avais fait tout de suite mon bloc opératoire, tu parlais tout à l'heure de comment on gère. Forcément, 2005, je crée mon premier cabinet. 6 mois après, je crée un bloc. En 2008, j'avais mon premier Convim. Je disais, en 2005, j'avais déjà acheté le Nobel et tout. Enfin, ça te permet d'avoir ça. Mais si j'avais une vie de famille, et de l'argent à gagner pour la maison et les gamins, et si je m'étais foutu des crédits perso tout de suite, j'aurais jamais pu le faire. Aujourd'hui, par contre, je peux plus le faire non plus. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir du confort, j'ai envie d'avoir ma maison en Savoie, j'ai besoin d'avoir du temps, j'ai besoin d'avoir des week-ends de 3 jours. J'ai plus envie de bosser mes conférences en faisant des nuits blanches la veille des confs et tout. J'en suis capable, je l'ai fait. J'ai fait des confs devant 3000 personnes en anglais après avoir dormi 2 heures, mais j'ai aucun plaisir aujourd'hui à avoir besoin de me surpasser pour me sentir important. Tout ça, je m'en moque. Tout ça, demain, ça peut s'arrêter. Ça n'a pas de valeur. La vraie valeur, elle est humaine. Elle est avec les personnes avec qui je suis. Elle est au cabinet, les personnes avec qui je travaille, les patients que je soigne. Les patients que je soigne depuis très longtemps, les patients que je soigne depuis hier, ceux que je soigne demain. Ils sont tous aussi importants. Il n'y a pas de choses comme ça. Et je n'ai pas plus d'importance à ma vie perso que pro aujourd'hui, mais il faut être honnête. À l'époque, ma vie pro a fait sacrifier ma vie perso, c'est évident. Moi, j'ai une petite sœur, elle a fait podo, et je lui ai dit, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Elle voulait un mari des gamins, je lui ai dit, mais prends pas mon chemin. Parce que si tu prends mon chemin, ça va être pendant des années, tu vas bosser 6 jours par semaine, plus le 7e. Tu ne le feras pas au cabinet, tu feras autre chose, mais ça sera un 7e jour de boulot, ça ne va pas être du loisir. Parce qu'il faudra préparer, répondre aux mails, tout ce que tu ne peux pas faire. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai besoin de rester passionné. J'ai besoin d'arriver avec la banane en cabinet. J'ai besoin d'être contente de retourner au boulot. J'ai besoin de continuer à aimer mon équipe et d'envoyer des WhatsApp et d'être encore fédératrice au cabinet, que le cabinet ait encore mon empreinte. Par contre, j'ai besoin que le cabinet n'ait pas que mon empreinte. Tu vois, j'ai besoin aujourd'hui que les personnes avec qui je bosse, elles aient leur empreinte au cabinet. J'ai besoin qu'aujourd'hui, le boulot ne soit pas tout, ce qui m'apporte plus de douceur et de souplesse. Parce que sinon, ça met trop de pression. Et on ne peut pas attendre le bonheur d'une activité professionnelle uniquement. Parce que sinon, voilà, les choses sont trop dépendantes.
Et c'est peut-être une des problématiques d'une génération qui a eu avant, qui a tellement donné. Et la génération qui arrive après, ils vont donner encore moins que nous. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas un jeune, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Tu n'as pas un jeune qui est prêt à se sacrifier perso tel qu'on s'est sacrifié. Et heureusement, si j'avais un gamin demain, déjà, je lui dirais, écoute, toi, alors avec tout ce que j'ai fait, le jour où je crève, tu auras déjà du pognon, tu auras déjà tout, donc te fais pas chier. Amuse-toi, profite de la vie, tu n'en as qu'une. L'expérience, elle va commencer à ton premier cri, elle va s'arrêter à ton dernier souffle, et entre-temps, chaque seconde sera unique. Donc surtout, la gâche pas, il ne faut pas les abîmer. Puis tu sais quand commence, tu ne sais pas ni quand ni comment ça s'arrête. Donc du coup, moi je connais ça, hein, j'ai perdu mes 2 parents du cancer, j'ai perdu des proches, la vie, elle a été hyper cool avec moi. Elle m'a bien montré ce qui piquait. Ça me permet de voir tout ce qui brille. Et j'ai la chance, je ne suis pas du tout attirée par ce qui brille. Je suis attirée par l'effervescence qu'il y a autour. J'adore la scène en musique. Pourquoi ? Ok, je kiffe voir une jolie photo de moi. Je me trouve jamais jolie en photo, sauf quand je suis sur scène avec un saxo. Mais la réalité, ce que ne veulent pas comprendre les gens quand ils voient, c'est que l'énergie qu'on a nous sur scène, la synergie qu'on a entre musiciens, la magie d'un moment unique où chaque seconde est unique, vraiment unique, là, et où tu vas être dans le temps d'avant, de comprendre tout ce qui s'est passé dans le concert, dans l'énergie, dans le morceau, dans tout ça, dans toutes les heures de répète d'avant, dans la composition du morceau, dans tout ça. Dans le moment présent, où tu as conscience avec qui tu joues, de toi, de ce que tu joues, de la technicité, de la technique de l'instrument, de l'intention qu'ont donné les autres, de la lumière, du public, etc. Et tu es dans le temps d'après, c'est-à-dire tu construis ton improvisation là où tu amènes ta mélodie, là où tu amènes le souffle, l'énergie, etc. Le tremplin que tu vas donner à ton pote musicien d'à côté pour qu'il rebondisse et qu'il fasse un ping-pong avec toi, etc. Et le tout avec l'énergie d'un public. En fait, ce qui est génial, c'est ça. C'est cette énergie-là que tu ne peux pas avoir autrement. Quand je prépare une conférence, si je ne faisais pas de conférence, je serais bête à crever. J'irai jamais lire. Là, j'ai coécrit plusieurs auteurs, dont le responsable, c'est Michel Sixou, pour le JPIO. Je veux dire, pendant la période Covid, j'ai avalé, je ne sais plus, 72 articles scientifiques que j'ai vraiment avalés, juste pour 13 pages. D'accord ? C'est-à-dire que l'énergie qu'on développe pour construire un support de connaissances, c'est là qu'est la source, c'est là qu'est l'arrivée, c'est là qu'est le but, c'est là qu'est le plaisir, c'est la découverte de tout ce qui ne va même pas ressortir sur les papiers. Ce qui est horrible, c'est qu'un étudiant qui croit qu'il va apprendre l'implantologie quand il fait un DU d'implantologie, il va apprendre de la théorie, de la technique, des résultats, des choses qui sont vraies. Mais quand toi, tu construis un cours, tu ne construis pas juste les 40 pages qu'il va devoir apprendre par cœur pour répondre aux questions. Toi, tu as avalé 12 000 bouquins auxquels l'étudiant pourrait accéder. Hein. Mais lui, il n'a pas l'expérience qui va lui permettre d'interpréter les articles. C'est-à-dire que d'un côté, avoir de l'expérience clinique te permet de comprendre et donner encore plus de sens à la partie scientifique, littéraire, expérimentale et statistique. Si tu n'as que cette partie littéraire, tu ne peux pas la transposer à la clinique. Si tu n'as que de la clinique, c'est trop pauvre. Et il faut jumeler les deux. Et c'est la fusion des deux qui donne vraiment du sens. Et moi, là où je remercie énormément les personnes qui m'ont fait faire des conférences depuis le début, c'est que grâce à eux, je suis allé apprendre la physique quantique quand j'ai parlé du laser. Grâce à eux, j'ai dû apprendre des détails sur les biomatériaux que je ne serais jamais. Grâce à eux, j'ai fait de l'histologie. Enfin, c'est des choses que je ne serais jamais allé faire dans une pratique standard. Et c'est une chance énorme. Par contre, ça te demande de consacrer du temps. Tout le monde dans cette vie n'a pas de temps. C'est pour ça que je disais, quand tu es un peu senior comme moi aujourd'hui, avoir un jour par semaine où je vais lire des articles, regarder des cas, préparer mes conférences, etc., c'est pas de la clinique, c'est tout aussi important. Et ce temps-là, avant, il était au détriment de ma vie privée, ce qui était une folie, parce que c'est du temps professionnel. Et aujourd'hui, il est intégré dans mon planning et du coup, il est déduit de mes horaires de consultation et de chirurgie. Et si je n'avais pas mes associés, ce ne serait pas possible. Ouais, c'est ça, c'est le pouvoir de l'équipe. Pourquoi un groupe ? Première réponse, c'est parce qu'il n'y a qu'en exercice de groupe que tu as cette émulation, synergie et que tu as ce soutien, etc. Il n'y a que dans un groupe et avec des différences d'âge que tu vas avoir aussi ces approches par rapport aux patients et tout. Je peux te dire que les patients qui sont reçus par un jeune praticien qui est aux petits soins, ils sont 100 fois plus contents que par quelqu'un de blasé. Après, il y a des gens qui sont à 60 ans aux petits soins. Hein. Oui, c'est ça, qui sont toujours aussi enthousiastes, passionnés. Et tu as des blasés à 25 ans. Donc, il faut faire les choses pour des belles raisons. On ne fait pas dentaire pour du pognon. On fait dentaire pour soigner des gens. Le pognon, c'est une conséquence.
tous les gens qui disent j'ai choisi dentaire parce que ça rapporte du pognon, déjà, cela, tu n'as même pas envie de discuter avec. Après, qu'on aime le pognon un peu, c'est vachement bien. Qu'on l'aime beaucoup, c'est malsain, en plus. Donc, là aussi, il y a raison garder. Et après, dans l'équipe, du coup, la deuxième raison pour que j'aime l'équipe, c'est que l'équipe me permet de me dédier plus aux patients là où il y a besoin. C'est-à-dire, du coup, tu fais des journées de consultation où tu n'es pas gêné par, tu n'as pas de soins à faire, tu n'as pas de prothèses à faire, tu n'as pas tout ça. Du coup, tu es plus dispo pour les patients des correspondants. Exactement pareil que pour la chirurgie. Ou des fois, en plus, ils peuvent même des fois gérer des post-op et tout parce qu'il y a une entraide. Tu vois, c'est toujours ça. Et après, pourquoi un cabinet qui ne soit pas plus grand? C'est parce que j'aime l'échelle artisanale. Je trouve qu'on est des artisans et il y a des lois d'échelle. Et si on était plus grand, je me sentirais plus à l'aise et on serait dans une autre loi d'échelle. Et je pense que pour le type de soins qu'on apporte, du coup, il n'y a aucun jugement. Il faut toutes les étapes et toutes les échelles, etc. Moi, je suis ni pour ni contre les centres de soins. Je suis pour tout parce que si ça existe, c'est que ça a du sens et qu'il y en a un besoin. Ça, c'est le darwinisme social. Mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'il y a un McDo que tu as plus de 3 étoiles. Tu vois, faut vraiment, voilà. Tu n'as pas un étoilé qui apporte un McDo, il ne faut pas être con. Nom de Dieu. Mais voilà, il faut que tout le monde mange. Ça, c'est important. Ce qu'il faut arrêter, c'est le glyphosate. Ce qu'il faut arrêter, c'est la malbouffe. Ce qu'il faut arrêter, c'est d'empoisonner les gens. Ce qu'il faut arrêter, c'est les addictions au sucre. Voilà. Donc, dans notre domaine, c'est exactement la même chose. Et l'exercice de groupe, il faut que la taille du groupe et le type du groupe correspondent à l'identité de la pratique qu'on veut avoir. Et ça correspond à des types d'actes et à des types de patients et à des types de correspondants. Et puis, il y a l'identité du leader, parce que quand tu parles, on sent que la transmission est extrêmement importante à tes yeux. Et j'imagine qu'avoir 9 associés, c'est pas la même chose que d'en avoir 2 ou 3. Enfin, en tout cas, 2 jeunes associés, tu peux plus facilement les encadrer, les aider, Encadre pas, transmettre. Ça se passe même pas comme ça au cabinet. Alors, comment ça se passe? Vas-y, dis-moi, parce que ça m'intéresse. Parce que quand tu es leader d'un cabinet et quand tu as tu lis beaucoup de travail, des journées qui sont longues, c'est pas forcément simple de libérer du temps pour répondre à la demande finalement de tes jeunes associés. Quand on intègre un cabinet comme le tien, on a envie d'apprendre à tes côtés. Enfin, moi, j'imagine qu'à leur place, j'aurais envie d'aller au blog, j'aurais envie que tu m'apprennes tes techniques, que tu me transmettes ton expérience. Ce qui n'est pas simple pour toi, parce que quand tu es au blog, tu es au blog. Tu peux pas toujours être en train de faire des cours. En fait, c'est ça, tu viens de répondre à la question. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dentistes. Et en fait, moi, j'ai construit un bel outil. Oui. Techniquement, humainement. Les années de réputation, la pratique font qu'on a une belle demande de patientèle. Ça nous permet d'avoir de la sérénité pour le travail. Oui. Et justement, l'attente et tout fait qu'ils gèrent leurs patients. Et le fait d'être plusieurs fait que s'il y en a un qui ne sait pas gérer une partie, du coup, c'est comme s'il était correspondant et qu'il allait demander à gérer une partie. S'il veut un avis, il demande un avis. La facilité, c'est qu'il y a une unité de lieu, partager l'avis. Moi, tu sais, quand j'arrive et que je fais une journée de consultation de 9h à 20h, en fait, si j'ai 5 minutes, en fait, ça va plutôt être une de mes secrétaires qui va me poser une question ou un mail à un correspondant, tout ça, ou envoyer un message à un confrère. C'est plus ça qui va arriver. Donc en fait, c'est une autonomie totale et en même temps une solidarité directe. Ça veut dire que chacun est autonome, ce qui est normal. C'est des praticiens, ils n'ont pas besoin de tuteur. Je ne suis pas un tuteur. Par contre, quand ils ont besoin d'une question, quand ils veulent montrer un cas, là, mais comme dans n'importe quel CHU, comme dans n'importe quel endroit, on va proposer aux autres. Et là, il ne faut même pas imaginer qu'il n'y ait que moi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs groupes, on a plusieurs messageries du cabinet, une où il n'y a que les praticiens, et là on va parler des cas cliniques, une où il y a tous les praticiens et les assistantes, avec tout ce qui est organisation, etc., machin, et une où il y a tout le monde avec en même temps la personne qui fait l'entretien. Et en fait, ça nous permet d'avoir vraiment de la communication. Ça veut dire que si on n'avait même pas cette messagerie, on n'arriverait même pas à communiquer correctement. Parce qu'on n'est pas tous au même moment, parce que voilà. Moi, je bosse du mardi au vendredi. Idéalement, si je peux, après, ça sera du mercredi au vendredi, puisque j'ai quand même beaucoup de temps d'articles, de conférences et tout. Il faut imaginer que là, avec le Covid, il y en a beaucoup qui ont sauté. Mais je t'avoue que gérer ce que je faisais avant, 4 jours de cabinet, plus autant de conférences, d'articles, etc., c'était vraiment compliqué. Et donc, l'idée, c'est de faire tout le mercredi des consultations, jeudi, vendredi et chirurgie. T'opères avant le week-end, les patients le week-end pour récupérer, c'est génial, tout le monde est content. Et ça libère du temps aussi et du temps pour que les assistantes s'occupent aussi des autres praticiens. Tu vois, quand je suis très présente au cabinet, ça phagocyte aussi le temps par rapport aux autres.
Et ça aussi, ça les empêche de s'épanouir aussi beaucoup. Donc là, Maxime, il va s'épanouir en créant son cabinet. Je suis hyper heureuse et vraiment tout le monde est hyper ravi pour lui parce que c'est une belle étape dans la vie. Après, moi, mon rêve, c'est pas que les personnes avec qui je bosse, après, une fois qu'ils sont bien, qu'ils sont formés, qu'ils sont heureux, aillent ailleurs. Parce Ouais, que c'est ça. c'est pas pour les perdre, c'est qu'on s'épanouisse toujours et que la famille reste soudée par rapport à ça. Et moi, Stéphanie, avec qui on bosse du coup maintenant, ça doit faire, je sais pas, 8 ans. Bah, en fait, je suis hyper heureuse qu'elle s'épanouisse au cabinet, qu'elle soit bien et qu'elle soit chez elle. Mais si moi, je suis trop présente au cabinet, elle est moins chez elle. Hein. Donc, ça permet cet équilibre aussi. Voilà. D'accord. Je ne pouvais pas dire ça il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, c'était pas possible. C'est aussi ça qu'apportent les années, ça, c'est assez chouette. D'accord. Est-ce que dans ta carrière, il y a Mhm. une question que j'aime bien poser, est-ce que dans ta carrière, il y a un échec que tu as eu, quelque chose que tu n'as pas réussi comme tu voudrais, mais un échec brillant, parce qu'en fait, si cet échec n'avait pas eu lieu, ta carrière n'aurait pas été ce qu'elle a été. Un échec qui a vraiment impacté positivement ta carrière. Si, alors je vais te raconter ça autrement. C'est mon manque de confiance en moi qui, du coup, correspond à une vraie timidité interne et qui fait que comme je refuse de devoir subir une timidité qui m'aurait empêché de faire des choses, je l'ai dépassée avec des personnages de scène ou avec des personnages. Quand je suis sur scène, je suis pas moi. D'accord ? Quand je fais une conférence, les gens ils voient pas Carole Lecomte, la vraie, la seule vraie Carole Lecomte. Si vous voulez la connaître, vous venez chez moi en Savoie, on passe un vrai week-end ensemble. Et on va faire du bateau, du parapente, on va faire des vraies activités dans lesquelles moi je crois. Où on va passer une semaine au bloc. Vous allez aussi voir une vraie partie de moi, mais une vraie partie de moi à côté du docteur. Et autant on est incapable de séparer ces différentes parties de nous, autant il faut avoir conscience que chaque partie de nous a bien son autonomie de gestion. Hein. C'est-à-dire que telle que je suis quand je suis en train d'opérer, heureusement, n'est pas la même le week-end. Hein. Tu veux, c'est ce mélange de timidité et de manque de confiance en moi qui m'oblige à me dépasser et qui a fait que ce virage à la fin de la fac, tu sais, quand je suis montée à Paris et tout, j'ai pas osé bosser à Paris au départ. Même bosser à Paris, les confrères parisiens, on me dit ouais, mais à Paris, c'est dur, ça me fait la guerre, machin, c'est dur à Toulouse. Et du coup, j'avais trouvé un remplat à Arpajon, tu vois, et, on, et c'était génial. Je suis toujours amie avec l'autre collaborateur du cabinet où on bossait ensemble, le tout premier. Ah oui, Et d'accord. et la petite fille, c'est Charlotte et tout, ils sont mis au parapente depuis, ils passent les vacances à la maison, c'est un peu comme mon frère, c'est vraiment des personnes très très proches. Et Charlotte, c'est un peu comme ma petite nièce, tu vois. Ces timidités-là qui faisaient que je n'osais pas trop faire et tout, qui quelque part ont peut-être aidé à ce que les choses se passent comme ça. C'est pas tout à fait un échec, mais ce que tu veux dire, c'est parce que tu as été timide, tu as pris ce chemin-là, et puis finalement, bah, c'est ce qui t'a amené Et c'est ce qui ouais, et t'a amené puis dans ta voie. au début, je voulais pas vraiment faire ça, etc. Et voilà, et puis après, Bah, ce qui est certain, c'est que le bel échec, c'est de ne pas avoir pu intégrer les beaux-arts, ou je ne sais pas ce que tu avais en tête quand tu voulais ouais, faire de l'art. Ça, c'est ça certain, joue. parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as ta carrière telle qu'elle est là. Ça, c'est Ouais. certain. Et est-ce qu'il y a une personne qui Et t'a... peut-être un autre échec aussi, Alors, c'est que vas-y, j'aurais dis-moi. rêvé, mais j'ai rien fait pour. Alors, ma timidité a fait que j'avais pas osé essayer d'intégrer la fac à l'époque. Alors que j'adore l'enseignement et la transmission. Et que pour moi, le lieu de l'enseignement et de la transmission, c'est l'université. Ouais. Avec toute la noblesse que ça. Et moi, ce qui a vachement nuit d'abord au début à ma crédibilité, à ma reconnaissance de la profession, dans tous les cas pour une partie, c'était que j'ai été un peu plus une conférencière qui travaillait en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques, des labos d'implants, tout Ouais. ça. C'est pas respecté par les Ouais. sociétés de paro d'implanto et tout. Et il a fallu qu'ils voient pendant longtemps des cas cliniques, etc., et que le raisonnement n'était pas toujours complètement con pour se dire non, finalement, ça va, elle est pas venue pendant 2 ans animer la galerie et faire la maline sur scène. En fait, elle bosse vraiment, elle fait beaucoup de cas, et en plus, elle est sympa. C'est peut-être ce qui a C'est aidé plus... après. Mais le début par rapport à ça, il n'était pas forcément gagné. Et si, ça c'est peut-être un échec à cause de ça, c'est aussi cette timidité et tout qui fait que j'ai pas osé aller à la fac. Du coup, j'ai pas prendre la voie de la fac pour faire ça. Et peut-être que si j'avais pris la voie de la fac, qui était au départ celle que j'aurais adorée, qui pour moi est la gold, pour moi c'est le tapis rouge, c'est via la fac, clairement. Et d'ailleurs, quand je te parle, tu vois qu'aujourd'hui je travaille avec Michel Sixou, etc. Enfin, quand je parlais tout à l'heure de mes profs, tu peux les appeler, tu peux les voir. Hein. Il n'y a pas un congrès où quand on se croise, on n'est pas vraiment profondément heureux de se voir. Quoi. Mais du coup, ça ne s'est pas fait. Et c'est parce que j'ai peut-être pas pris cette voie de fac que j'ai pu aussi avoir beaucoup de pratiques, beaucoup de cliniques, beaucoup de cas. Et du coup, ma crédibilité n'est pas venue de l'institution, mais elle est venue de la somme d'expériences. Ouais. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je fais partie des gens, parce qu'on est beaucoup hein, dans mon cas, à apporter cette
diversité, cette fraîcheur dans le panel, parce qu'il faut un peu de tout pour créer un bouquet, et que dans ce bouquet, il y a ça. C'est un bel échec. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a beaucoup inspiré aussi? Tu parles de Michel Sixou. Enfin, il y a plein de personnes, mais est-ce qu'il y en a une qui sortirait du lot? Une personne qui a Bien sûr, vraiment comme ça, marqué ta tu vas vexer carrière? les autres. C'est cool. Comme ça, s'il y a quelqu'un que je ne cite pas, je vais le vexer. Non, mais quand j'étais jeune, j'ai vraiment été impressionnée par les conférences de Franck Renoir, de Bernard Toiti. Et puis j'en ai cité un paquet de personnes tout à l'heure déjà qui m'ont tout inspiré. Il faut imaginer qu'il y a même des personnes un peu plus jeunes que moi qui sont parfois moins connues, tu vois. Il y a par exemple, j'ai un copain ici, hein, il s'appelle Enguerrand Lyoté, et c'est quelqu'un que je trouve brillant, et c'est quelqu'un qui m'inspire. Tu vois, et on n'est pas forcément inspiré déjà par les plus connus. Après, il y a Guy Maximini, je ne sais pas si tu connais, de Strasbourg. Ben moi, c'est quelqu'un qui m'a inspiré aussi. Il faut juste comprendre que là, dire une personne, c'est honteux. Et il faut juste imaginer que toutes les personnes à qui j'ai déjà eu l'occasion de dire merci, parce que je dis souvent à des personnes que je respecte vraiment, bah voilà, chacun se reconnaîtra, mais c'est plus à toutes ces personnes-là. Et des fois, c'est pas du dentaire. Hein. Faut imaginer que, je sais pas si tu as vu, mais j'ai la chance, un an sur deux, sauf quand le Covid, d'être présidente d'un congrès en Guadeloupe, qui est un vrai congrès. C'est pas du tout un congrès des fiscs, hein, c'est ceux qui pensaient venir juste faire une semaine de vacances, ben, c'est foutu. C'est un vrai congrès avec un vrai. C'est fait pour les personnes de Guadeloupe et de la Martinique, quoi. Et évidemment, il y a quelques métropolitains qui sont contents de venir, mais eux, ils ont que 3 jours de vacances, et là, c'est du vrai congrès. Et en général, c'est vraiment un gros niveau de conférencier. Et j'ai eu la chance de faire participer à ce congrès, pas que des dentistes. J'ai eu un orthopédiste qui a fait une conférence sur les biomatériaux. Enfin, je sais pas, en fait, moi j'adore faire parler des maxillofaciaux, des ORL. Faut qu'on arrête de sectoriser trop, hein, dans le médical. Là, ici, j'ai beaucoup échangé avec Sarah Méran, qui est médecin généraliste qui est à Aix-les-Bains. C'est une praticienne qui est hors pair, qui a des connaissances en microbiote incroyables et qui fait une médecine globale de grand niveau, et qui a des théories sur le stress aigu, le stress chronique, etc., qui seraient beaucoup plus intéressantes que bien des films qu'on les traçait du Télérama, quoi. Donc tu trouves ton inspiration partout. Évidemment, plus ça va, honnêtement, plus c'est ça. Ça doit se ressentir dans mes conférences parce que je parle de plus en plus que du patient. Quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de montrer des gros cas pour dire, t'as regardé ce qu'on est capable de faire, les gars. Ça n'a pas de sens si on n'a pas compris le patient. Et là, ça serait génial qu'il y ait plein de praticiens qui bossent le sujet du patient et qui le présentent à leur façon. Parce que tout comme c'est infini la façon de présenter les ROG ou de présenter ne serait-ce que de l'endo, du coup, ou de l'esthétique, on voit les confs magnifiques en BSD, etc. On voit bien qu'il y a plein de concepts qui s'opposent un peu, mais à l'arrivée, il y a une émulation et la concurrence a du bon. Parce que les mecs, ils veulent être les meilleurs, ils veulent être bons, etc. Ce que je disais, moi, ça y est, aujourd'hui, 46 balais, je me fous d'être la meilleure. Ce que je veux, c'est que le moment soit bon. C'est-à-dire que je veux que quand un praticien vient à une conférence, je veux qu'il se dise, je suis content, en fin de journée, pas au début. Hein. Au début, je veux qu'il se dise, tiens, qu'est-ce que je vais prendre ou qu'est-ce que je vais remettre en perspective aujourd'hui. J'aime bien la personne qui part en se posant des questions. J'aime bien que la personne, au fil de la journée, se dise, et pourquoi pas. Et mon bonheur, c'est quand la personne, en fin de journée, se dise, putain, cette idée à la con. Et souvent, sur une journée entière, tu gardes une file d'idées à la con. C'est pas grave. Cette idée-là est peut-être révolutionnaire, elle va changer ta vie ou ta pratique, ou va améliorer tes gestes, ou ça va même peut-être te servir en perso. J'aime bien qu'on trouve pas forcément ce qu'on est venu chercher. Et si on trouve en plus ce qu'on est venu chercher, c'est le double, c'est la cerise. La cerise sur le gâteau. Mais c'est pour ça que tu dis que finalement, il y a plein de personnes qui t'inspirent et que tu vas pas forcément chercher l'inspiration chez des personnes qui ont une renommée. Tu aimes bien la trouver partout, quoi. Enfin, rester ouverte à tout. Mais le nombre de praticiens qui des fois sont venus au cabinet en formation et qui sur un échange t'ont fait percuter quelque chose, oui, ou parce qu'ils t'ont posé la question et que ce jour-là tu l'as mieux formulé la réponse, et en formulant la réponse tu as toi-même compris quelque chose. Ça c'est infini, c'est ce qui fait la force de l'enseignant quand même, hein. Oui. C'est ce qu'il faut savoir. C'est d'être confronté à son public, enfin confronté aux questions, confronté aux objections, parce que finalement, c'est ça, tu deviens très fort quand tu as des objections, quand tu as des incompréhensions en face de toi, tu es obligé de devenir beaucoup plus pertinent, beaucoup plus efficace dans tes réponses. C'est ça, c'est ce qui te... Et si tu n'arrives pas à te faire comprendre, c'est de ta faute. Toujours. À chaque fois, je me dis ça. Je me dis, si de toute façon, le message n'a pas passé, c'est 100% de ma faute. 100%. C'est parce que j'étais peut-être pas dans le bon mood. C'est exactement comme pour opérer. Hein. Ouais. Tu as besoin de
être en forme, tu as besoin d'être bien. Moi, j'ai souvenir d'une conférence à Rambouillet il n'y a pas longtemps. Il y a un praticien qui est pas resté en fait, parce que je suis arrivé, sincèrement, j'étais en mode grosse énergie et j'ai envoyé deux, trois blagues d'emblée. Et ça a plu à tout le monde sauf à un et qui a fait genre. Et moi, au lieu de m'en foutre, je regarde, je fais. Mais si vous vous posez une question et que moi je fais. Et je prends les yeux dans les yeux, je fais. Mais il y a des choses, enfin, qui ne se font pas. Et la personne, elle fait. Ah, déjà, je fais ce que je veux. Et moi, je suis pas venu voir une Florence Foresti de mauvais goût. Et c'est génial. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est génial. C'est génial. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je retiens de cette soirée de Rambouillet avec les confrères? Est-ce que je retiens cette personne qui, du coup, n'aura même pas assisté à la présentation parce qu'en fait, elle est vénère et que j'ai appris après que de toute façon, elle cassait les pieds à tout le monde? En fait, tu le sais qu'après. Ou est-ce que je retiens tous les autres qui sont restés, avec qui on a passé 3 heures géniales en soirée, où personne partait à la fin, et avec qui, à la fin de la fin, tu es obligé de te dire, bon, ben là, ils vont fermer l'endroit, on va y aller, et puis moi, j'ai encore 1 heure pour rentrer à la maison, et demain, j'opère. Donc, du coup, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on se fait piéger par notre cerveau, qui est dans l'animalité la plus idiote, fait de nous des outils de défense, ou est-ce qu'on est capable de s'ouvrir à déjà aimer nos failles, accepter nos erreurs? Ce jour-là, j'aurais pas dû faire ces blagues d'emblée. J'aurais dû d'abord commencer plus soft, dire des choses pour séduire tout le monde. Je savais pas que cette personne-là était très très dure à séduire. Après, il y en a, c'est pas possible. Il y en a, ils sont incurables. Peut-être que c'est son cas. Mais n'empêche que ça m'a servi de leçon. Parce que je me suis dit, Oui. même un petit truc comme ça, la soirée aurait pu être plus belle. Vu qu'elle est unique, exceptionnelle et que c'est la dernière fois qu'on la vit, j'ai un petit peu abîmé. Tu vois, ne serait-ce que pour cette personne-là. Ce qui est génial, c'est que malgré ça, l'ambiance n'a pas changé dans la soirée. Je ne sais même pas comment c'était possible. Mais n'empêche que, tu vois, ça a suffi pour que ça me marque et que je t'en parle ce soir. Et Donc, puis c'est pour pas que tu modifies ton approche la voilà. prochaine fois. Ah oui. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est ça. C'est à chaque fois me dire, s'il y a un truc qui se passe pas bien, c'est 100% de ma faute. J'apprends. C'est qui disait déjà, de toute façon, je ne perds jamais. C'est soit je réussis, soit j'apprends. C'était Churchill. Je ne saurais pas te dire, qui l'a dit, mais oui, elle est bien connue cette phrase. Elle est belle, hein. Et en fait, c'est magnifique, ça dit tout. C'est-à-dire qu'on perd jamais. Quand tu fais une erreur, sauf si intentionnellement tu veux blesser quelqu'un, dans les mots, dans les gestes, on n'a pas cette animalité mauvaise par essence. Par contre, on a une animalité de défense qui est piégeuse, qui est très sournoise parce qu'il y a beaucoup d'inconscient dedans, il y a beaucoup de non-verbal, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je suis sûre que ça rejoint le moment quand on s'est appelé juste avant et tu m'as dit, Carole, est-ce que tu veux savoir les questions de l'interview de ça? Je te dis non. Tu m'as dit oui, parce qu'il y en a qui veulent savoir. Je te dis, moi, peu importe la question, peu importe, elle sera bonne. Tu t'en souviens de ça? Oui. Ça répond aussi à ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est ne pas savoir. C'est une philosophie. Ouais, parce que de toute façon, ça sera bon. Ça peut pas ne pas être bon, même si la phrase me mettait sur quelque chose de mal à l'aise. Et toi, là, Carole, pour revenir à nos moutons, entre guillemets, parce qu'on Ouais. on dévie un petit peu, est-ce que si tu avais un conseil à donner à un dentiste débutant ou pas d'ailleurs, qui a envie de se mettre à la chirurgie orale, qu'est-ce que tu lui... Enfin, j'imagine que tu as plein de conseils que tu pourrais lui donner, mais est-ce qu'il y en a un vraiment que tu aurais envie de donner? Un conseil, ouais. Va voir plein de gens différents opérer dans la vraie vie. Et des différents. Et pour conclure, est-ce que tu as une citation ou un livre que tu aimes bien, une maxime, quelque chose qui t'inspire au quotidien ou qui t'inspire dans ta pratique? Et si oui, donc est-ce que tu peux nous la partager? Et puis est-ce que tu peux commenter, nous dire pourquoi ça t'inspire? Un truc qui m'a marqué, si tu veux, quand j'étais jeune, je pense que j'étais un petit peu hyperactive. Et du coup, on avait tendance à dire, Carole, t'en fais trop, ce qui est normal parce que l'hyperactivité est ultra agressive pour les personnes autour. Déjà parce que ça prend beaucoup de place. Après, c'est que ça envoie en ping plein de choses sans que les autres les demandent. Alors que la personne qui est hyperactive ne peut pas avoir conscience qu'elle est hyperactive. Ce qui est génial, c'est que quand tu as 46 balais et que tu es hyperactif, tu vas te lever 1 heure avant les gens, tu vas d'abord faire revue de trucs, machin, etc. Puis tu vas courir 5 km, puis tu vas faire ça, puis quand tu vas faire de la route, tu vas faire 2 trucs de plus que les autres. Et du coup, à l'arrivée, tu crées tes moments où toi, tu vas avoir ton équilibre et où tu t'épanouis, parce que sinon, tu deviens grise et malheureuse. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas à avoir ses kiffs et que ça ne va pas. Et en même temps, ça n'est plus agressif pour les autres. Quand tu es jeune, ça, c'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est du coup ne pas en faire assez. Ça veut dire qu'on n'en fait jamais trop. Au sens où, quand on veut bien faire, quand on est vrai et quand on met une bonne intention, par exemple, quand tu fais à manger,
quand tu reçois des amis, ou quand tu reçois des patients, ou quand tu prépares un plateau technique, ou quand tu fais des choix dans des matériaux, dans des protocoles, on n'en fait jamais trop. Et du coup, ça serait peut-être ma maxime, ça veut dire que pour écouter les personnes avec qui je travaille, on n'en fait jamais trop. On s'écoute beaucoup. Pour écouter les patients, on n'en fait jamais trop. Souvent, quand on soigne un confrère, c'est un très bon exercice, il nous fait un retour qui va être très technique, tout ça. Et au lieu de dire « Ouais, non, t'as pas compris, t'es chiant, machin », quand un patient t'embête, ne jamais te dire « il est chiant ». Toujours te dire « lui, il ose me dire ce que tous les autres ont ressenti, n'osent pas me dire ». Et encore, il y en a quelques-uns qui ne ressentent rien, mais tant pis pour eux. Le cabinet, c'est pareil. Tu vois, même la structure, c'est l'ergonomie, c'est le flow de travail, c'est toutes ces choses-là. En fait, c'est sans fin. Du coup, on pourrait toujours se dire qu'on est insatisfait et que ça pourrait être une frustration, alors que c'est l'inverse. C'est du jardinage, c'est de la culture. C'est ce que disait ton papa, je crois. En fait, on n'en fait jamais trop parce que ça permet de cultiver et d'élever. Et au lieu d'être dans une frustration justement de ce que l'on n'a pas, on est dans la nourriture et dans l'apport, dans la croissance et dans le partage de ceux qui servent de support, en fait. Et pour reciter une deuxième fois Idrissa Berkane, il disait que c'était la différence fondamentale entre la connaissance et un gâteau. C'est qu'il y en a un, plus le partage, plus t'en as. Et c'est exactement comme la bonne intention dans un cabinet. Plus tu le partages, plus t'en as, et plus tu vas t'entourer de respect et d'amour, plus tu vas en avoir. Et pour conclure par rapport à l'écho de ce qu'on disait au tout début, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Évidemment, même Gandhi, il a dû vivre un combat. Et donc, tu auras toujours des personnes qui ne peuvent pas comprendre, que ça va déranger, que ça va gêner, etc. À toi de te dire, est-ce que c'est quelque chose qui doit me limiter ou me changer? On a tous des phases où on se demande pourquoi on fait ce qu'on fait. Et si tu as quelque chose qui peut te faire changer, tu te dis, est-ce que ce qui va me faire changer là, c'est à cause de 1%? Et là, tu te dis, donc je suis dans la folie. C'est-à-dire que vouloir changer un équilibre de vie, une trajectoire, des choix, une construction pour 1%, c'est mépriser complètement en fait la réalité qui est de 99%. C'est le fameux biais mnésique. Et ça, c'est quelque chose, je crois, si la société entière en avait conscience, en vrai, on n'aurait pas besoin des gilets jaunes, par exemple. Tout le monde serait gilet jaune. Parce que tu ne peux pas être autrement. C'est parce qu'il faut être dans la bienveillance, il faut être dans certains partages, il faut être dans la justice. Sinon, ça doit être sous la contrainte. Et du coup, ma philosophie au cabinet, si un jour tu viens, je t'invite avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Il n'y a pas de... C'est pas pyramidal. C'est-à-dire que je suis leader du cabinet, mais comme je te disais, même tu as vu, tu me disais, ouais, mais alors du coup, tu es leader pour tes dentistes avec qui tu bosses. C'est pas mes dentistes. On est 4 dentistes à bosser. Et chacun bosse. Et on est là que quand on a besoin. Mais le reste du temps, ils sont autonomes. S'ils ne me demandent pas, j'ai besoin de ça. Je vais aller derrière, je vais regarder les radios de ce qu'ils font. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Déjà, techniquement, ça ne serait pas possible. Et ça serait contre tout. Ça serait contre la philosophie, ça ne serait pas bien. Soit j'ai pas confiance en eux, et du coup, ils n'ont rien à faire au cabinet. Soit ils sont dignes de confiance. Et la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se prend, c'est quelque chose qui se donne. Et c'est quelque chose qui se nourrit. Par contre, c'est quelque chose qui peut se perdre. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'est un peu plus ça ma philosophie. Ouais. C'est une belle philosophie, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Carole, en tout cas, parce que tu nous as partagé vraiment beaucoup, beaucoup de choses et j'ai adoré ton enthousiasme, j'ai adoré t'es passionné et ça se ressent dans ton discours et c'est déjà un privilège en plus de t'avoir. Je te connaissais pas avant, donc c'est vrai que pour moi c'est un privilège de te rencontrer à travers cette interview. Déjà parce que tu es ultra compétente, ultra expérimentée, donc moi j'admire le travail que tu as fait, j'admire ton parcours. Et puis, j'admire encore plus ton humilité parce que quand on voit ton parcours, en parler avec autant d'humilité, en parler avec autant de sincérité, ne pas hésiter à remettre en question la
la façon dont tu réfléchis, la façon dont tu travailles. Enfin, je trouve ça vraiment admirable. Donc, merci beaucoup. Ça a été un vrai, vrai plaisir et je n'hésiterai pas à venir te voir à Paris. Ce sera avec plaisir. Avec plaisir, merci 1000 fois à toi et je te souhaite tout le meilleur. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Alors, j'en profite aussi pour remercier ceux qui se sont déjà abonnés sur Apple Podcast, ceux qui se sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube, ceux qui nous ont mis des notes, des commentaires. Merci beaucoup à vous. Si vous avez aimé ce nouvel épisode, alors nous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez 2 petites minutes pour aller vous abonner soit à notre chaîne YouTube, soit à notre podcast, soit aux deux, et puis nous mettre une note, nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous aiderait énormément parce que c'est ce qui permet de nous faire part de vos retours d'expérience, de ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et puis, ça nous permet de créer de la visibilité pour le podcast, de créer de la visibilité pour notre chaîne YouTube. Alors, merci d'avance à vous pour les 2-3 petites minutes que vous prendrez pour aller le faire. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur notre site www.c2sformation où vous pouvez retrouver toutes les formations que nous vous proposons. Si vous souhaitez nous suggérer des thèmes, de nouveaux invités, alors n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.